Nous organisons cette réunion car nous pensons qu'il est vraiment nécessaire que notre communauté réfléchisse, débatte sur les messages clés qu'il est important de transmettre à la prochaine conférence sur l'eau de l'ONU en 2023. Vous savez, ce sera vraiment un tournant l'année prochaine pour la communauté de l'eau, toutes les communautés de l'eau. Et donc, il s'agit de la conférence sur l'eau de l'ONU 2023. Et donc, pour cette conférence, nous pensons que la science devrait vraiment jouer un rôle clé en raison de la complexité des défis du monde de l'eau. Et donc, la science devrait vraiment avoir sa place ici. Et donc, aujourd'hui, nous allons amorcer cette discussion, cette réflexion sur la préparation et sur notre contribution de notre communauté en restant ouvert à tout ce que nos collègues dans le monde peuvent définir comme défi, comme question à aborder pour la conférence de l'eau en 2023. Donc pour cette réunion aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux d'accueillir des scientifiques de renommée internationale et nous les remercions vraiment d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et comme vous avez vu, le programme, il est vraiment chargé. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par la cérémonie d'ouverture. Et j'ai le grand plaisir de donner la parole à notre sous-directrice générale pour les sciences naturelles et exactes, Madame Shamila Nair-Bedouel, qui va nous dire quelques mots d'introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abou. Bonjour à toutes et à tous, chers participants. Merci de nous rejoindre depuis le monde entier. D'abord, j'aimerais remercier Abou Amani, le directeur de la division des sciences de l'eau et qui est aussi le secrétaire du programme hydrologique intergouvernemental. Je remercie également ses collègues qui sont tous avec nous aujourd'hui. J'aimerais aussi, bien sûr, remercier le président du conseil du PHI, les vice-présidents, les membres du bureau et aussi tous les scientifiques, les chercheurs des sciences de l'eau qui sont avec nous aujourd'hui, ainsi que les panélistes, les experts qui vont partager avec nous aujourd'hui comment utiliser la science pour un monde où la sécurité de l'eau est assurée. Donc, je vous accueille tous chaleureusement cet événement parallèle de la science pour un monde où la sécurité de l'eau est assurée dans un environnement en mutation. Ce sera bien sûr une contribution à la conférence de l'eau des Nations Unies de 2023. Et dans cette réunion d'aujourd'hui s'inscrit également dans la 25e session du Conseil intergouvernemental du programme hydrologique international qui aura lieu à partir de demain. Donc, cet événement est aussi l'occasion d'organiser une plus grande consultation sur le rôle de la communauté scientifique, notamment dans la mise en œuvre opérationnelle de la 9e phase du PHI. Et comme vous le savez tous, la 9e phase a été approuvée pour la période 2022-2029. Et bien sûr, l'idée, c'est de mettre la science au cœur de la compréhension de la sécurité hydrique et de renforcer les capacités des professionnels du monde entier. Notre réunion d'aujourd'hui permettra aussi de préparer donc la conférence sur l'eau de l'année prochaine, mais c'est aussi le suivi naturel du Forum mondial sur l'eau qui a été organisé à Dakar récemment, qui était le 9e forum de ce type, et le suivi aussi de la déclaration Dakar qui exhorte à établir un Blue Deal pour la sécurité hydrique, pour l'assainissement, pour la paix et le développement, grâce à une amélioration de la coopération internationale pour surmonter les défis des ressources hydriques dans un monde où le changement climatique sévit. Il y a aussi le rapport qui a été récemment publié par le GIEC qui indique qu'il y a une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, et cela pour impact de réduire la sécurité alimentaire et hydrique et d'entraver aussi les efforts pour atteindre les ODD. D'ailleurs, il suffit de regarder à côté, très près de nous, par exemple dans mon pays, l'Afrique du Sud a été affectée par des intempéries qui ont tué plus de 400 personnes. Le rapport du GIEC aussi est confiant
dans le fait que les changements prévus dans le cycle de l'eau, dans la qualité de l'eau, dans les changements de la cryosphère ou l'augmentation des sécheresses et des inondations, tout cela aura vraiment un impact négatif sur les systèmes naturels et humains. Et donc, il faut accélérer nos programmes scientifiques et notre collaboration et réunir vraiment tous les programmes scientifiques de l'UNESCO et toute la famille de l'eau de l'UNESCO et de l'ONU pour répondre à ces défis qui sont aggravés par les changements climatiques. Vous savez tous qu'en 2018, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la résolution sur l'examen approfondi à mi-parcours de la mise en œuvre de la décennie internationale d'action, l'eau au service du développement durable de 2018 à 2028. Et vous savez aussi probablement que le gouvernement du Tadjikistan et le royaume des Pays-Bas sont aujourd'hui les coprésidents de la conférence de l'eau qui se tiendra l'année prochaine. Il est donc impératif que le PHI de l'UNESCO et ses partenaires scientifiques préparent un programme de recherche scientifique en tant que contribution à la conférence sur l'eau de 2023. Et cette contribution devra souligner le rôle crucial de la science pour répondre aux défis complexes liés à l'eau. Il s'agit vraiment de créer une dynamique, mais il ne faudra pas s'arrêter là. Nous devons vraiment unir nos efforts pour élaborer de nombreux projets, non seulement pour jeter les bases des recherches scientifiques à venir, mais aussi mobiliser nos partenaires pour vraiment prendre des actions concrètes par la science pour une meilleure gestion de l'eau. Vous savez tous exactement que la situation de l'eau est vraiment mauvaise dans le monde entier. Et donc, comme on le dit, chaque goutte compte. Aujourd'hui, 2,2 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à une eau potable gérée en toute sécurité, notamment 750 millions qui n'ont pas accès à l'eau potable du tout. Et donc, c'est une question que j'aimerais vous poser aujourd'hui à tous les chercheurs scientifiques du monde. Comment en sommes-nous arrivés là? Et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Quel processus avons-nous besoin pour répondre vraiment aux besoins de ces 2,2 milliards de personnes du monde entier qui n'ont toujours pas accès à une eau potable gérée en toute sécurité? Et l'accès aussi à l'eau, à l'assainissement est crucial, comme on le sait, d'autant plus depuis la COVID. C'est la première défense pour contrôler la propagation de cette pandémie et d'autres pandémies. En tout cas, cette pandémie est encore un autre élément qui prouve que la rareté de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement s'accompagne de grands risques et met en danger la sécurité et la sûreté de chacun et surtout des communautés les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes. Donc cet appel que nous lançons aujourd'hui, c'est un appel à l'action. Et c'est dans cet esprit que le secrétaire général des Nations Unies a lancé le cadre d'accélération mondiale pour l'ODD numéro 6. Et ce cadre d'accélération essaye de réunir toutes les familles de l'ONU dans une approche complète pour répondre aux défis hydriques du monde entier, en réunissant aussi tous les avantages comparatifs des familles de l'eau de l'ONU, notamment toutes ces agences et surtout l'UNESCO. Et l'UNESCO a d'ailleurs pour mandat de diriger l'une des activités de cet accélérateur qui sera cruciale et qui permettra à l'UNESCO de mobiliser tous les efforts de la famille de l'eau. Et tous ces comités, ces chaires et ces centaines de milliers de ressources, ces systèmes d'information. Donc, comment l'UNESCO peut mobiliser tous les centres de catégorie 2, ces comités du PHI, et tout cela avec votre soutien pour répondre à ces besoins. Donc, avec votre aide, l'UNESCO et son partenaire s'assurera que tous les professionnels de l'eau répondront à des programmes au niveau national, auront accès aux dernières informations, aux derniers outils technologiques. Et donc, qu'est-ce que le programme du PHI peut proposer ici? Le PHI est un programme unique dans le système de l'ONU car il mobilise
d'une coopération scientifique internationale pour améliorer les compétences, l'innovation pour répondre aux défis de la sécurité hydrique, mais il renforce aussi l'interface entre sciences et politique pour atteindre une sécurité de l'eau au niveau national, régional et mondial. Et il peut aussi faciliter le développement éducatif des capacités pour améliorer une meilleure gestion intégrée de l'eau. Et c'est là ici que nous devons vraiment diriger l'une des importantes initiatives sous l'ODDJ 6, qui est le développement des capacités. Donc, chers partenaires, chers collègues, au-delà des initiatives, dans le cadre de PHI 9, nous avons aussi un programme important à co-développer qui est celui de l'éducation à l'eau et un indicateur d'éducation à l'eau. Et nous ne pouvons pas promouvoir cet indicateur sans votre soutien. Nous devons comprendre à tout niveau le rôle des scientifiques, des ingénieurs, des professionnels de l'eau, quelles sont les absences de données et comment nous pouvons aussi les remplir de manière à vraiment répondre à cet indicateur de manière holistique, de manière à stimuler la capacité des scientifiques et des chercheurs au niveau national pour améliorer la qualité, la quantité des données pour répondre aux besoins et aux défis au niveau national. Cette année, nous avons aussi lancé un rapport à Dakar sur les eaux souterraines. Et il ne faut pas oublier qu'il y a encore des millions de personnes du monde entier qui ne peuvent pas accéder aux eaux souterraines, qui n'ont pas forcément les technologies pour gérer ces eaux souterraines également. Donc, comment est-ce que l'on peut exploiter ces eaux souterraines et combien d'eau souterraines pouvons-nous extraire ou quand sans les surexploiter et même les épuiser? Comment est-ce qu'on peut aussi éviter la pollution de cette solution qui est juste sous nos pieds? Est-ce que c'est un remède aussi à la crise de l'eau? Est-ce que cela nous permettra de mieux contrôler nos écosystèmes? Est-ce que cette eau qui nous donne la vie dont nous avons besoin sur l'eau, sur Terre? Vendredi, nous avons célébré la Journée internationale de la Terre. Et comment est-ce qu'on peut célébrer cette journée sans se pencher sur les ressources en eau souterraine? Donc voilà, c'est un appel à chacun d'entre vous. Nous devons protéger les terres, les écosystèmes et éviter la pollution des eaux souterraines. Nous devons nous assurer que les eaux souterraines sont réparties de manière équitable et égale entre les pays, car ces eaux représentent 99% de l'eau douce liquide sur Terre. Et pourtant, cette ressource naturelle est sous-évaluée, elle est mal gérée, elle est maltraitée, et donc nous devons promouvoir l'accès à des technologies en faveur de ces eaux souterraines et donc établir des partenariats dans le monde entier pour permettre à tous les pays d'accéder à cette ressource sous-évaluée et mal gérée et peut-être pas toujours bien connue. Comment pouvons-nous promouvoir la science des eaux souterraines au cours de cette année des eaux souterraines? Et je vous invite au sommet sur les eaux souterraines que nous allons tenir ici au siège de l'UNESCO. Les Nations Unies nous ont donné pour mandat d'organiser un événement de ce type car les eaux souterraines sont la clé de la solution pour résoudre les problèmes futurs en termes de pénurie des eaux souterraines. Et cela n'est possible que si nous avons les technologies nécessaires pour gérer cela de façon durable. Donc, alors que nous nous attachons à promouvoir l'accès à la science et à la technologie pour la gestion de l'eau, eh bien, c'est là une recommandation aussi de l'UNESCO sur les sciences ouvertes adoptée lors de la dernière conférence générale en vue de promouvoir l'accès aux sciences, technologies, innovations pour réduire le fossé en termes de connaissances. Nous devons nous assurer que personne n'est laissé en marge. Nous devons nous assurer que ces millions de personnes qui n'ont pas encore accès à une eau potable et à un assainissement puissent enfin avoir cet accès grâce au partage des technologies de l'eau, partage ouvert, gratuit de par le monde. Donc, nous devons promouvoir des partenariats pour permettre la science au service du développement durable et la science au service d'un monde où la sécurité de l'eau est assurée dans un environnement en mutation. Donc, merci pour votre collaboration. Merci d'être ici parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la DG, pour cette allocution
qui est source d'inspiration, qui est passionné, qui a su mettre l'accent sur l'importance fondamentale de la science, du développement des capacités également, pour traiter de façon significative ces défis liés à l'eau. Et pour cet appel au partenariat, parce que quoi que nous fassions, il faut que ce soit accessible, il faut effectivement que cela puisse résoudre également des problèmes sociaux. Donc, normalement, notre président du Conseil du PHI devrait être parmi nous. Malheureusement, eh bien, il n'arrivera que ce matin. Néanmoins, il a enregistré un message que nous allons maintenant entendre. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à tous à cet événement parallèle sur la science pour un monde où la sécurité de l'eau est assurée dans un environnement en mutation. Une contribution de la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 qui fait partie également de la 25e session ordinaire du Conseil intergouvernemental du programme hydrologique intergouvernemental qui se tiendra du 26 au 29 avril 2022. Comme vous le savez tous, le PHI entame sa 9e phase de 2022 à 2029 sous le titre « La science pour un monde où la sécurité de l'eau est assurée dans un environnement en mutation ». Et au cours de cette nouvelle phase, 5 domaines prioritaires ont été identifiés, à savoir la recherche scientifique et l'innovation, l'éducation, au service de l'eau dans le cadre de la 4e révolution industrielle, y compris la durabilité, la réduction de l'écart en termes de données et de connaissances, la gestion intégrée de l'eau dans des conditions de changement à l'échelle mondiale, la gouvernance de l'eau fondée sur la science pour l'atténuation, l'adaptation et la résilience. Et les résultats, les activités clés connexes dans ces domaines prioritaires clés devraient ainsi aider les États membres à réaliser l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable, en particulier les ODD liés à l'eau et d'autres programmes mondiaux liés à l'eau, tels que l'accord de Paris sur les changements climatiques, le cadre de Sendai sur la réduction des risques de catastrophe et le nouvel agenda urbain. L'approche du programme hydrologique intergouvernemental face à ces défis consiste à élargir la base scientifique et les connaissances à tous les niveaux pour comprendre les impacts de ces changements à l'échelle mondiale sur les systèmes hydriques et de relier les connaissances scientifiques aux politiques de promotion de gestion durable des ressources en eau. En étroite collaboration avec les États membres, cette nouvelle phase met en place un programme ambitieux visant à mettre en pratique une gouvernance et une gestion de l'eau fondée sur des données factuelles en s'appuyant sur l'amélioration des données scientifiques, de la recherche, des connaissances, des capacités et des interfaces sciences, politiques, société en vue de créer des sociétés durables et résilientes. Mais cette phase se concentre également sur l'éducation à l'eau qui englobe la génération actuelle et la prochaine génération de planificateurs, de scientifiques, de décideurs et de praticiens de l'eau, ainsi que le grand public. Et cela afin d'améliorer le développement des capacités et de sensibiliser le public à une culture durable de l'eau. En particulier, face au changement climatique, ces politiques doivent être ancrées dans la science, ce qui nécessite un dialogue actif sur la manière dont nous pouvons intégrer les sciences de l'eau dans les processus décisionnels, et cela afin de résoudre les problèmes complexes auxquels la société est confrontée aujourd'hui. Au cours de cet événement parallèle, nous allons explorer plus en détail chacun de ces 3 aspects de la phase 9 du PHI et identifier les messages clés qui guideront la mise en œuvre du PHI au cours des 8 prochaines années. Nous invitons tous les États membres et la famille de l'eau de l'UNESCO, comprenant les comités nationaux du PHI, les centres, les chaires, les initiatives phares, ainsi que les partenaires clés, à s'engager activement, à participer activement à cet événement parallèle, à mobiliser leurs ressources pour soutenir un plan de mise en œuvre opérationnel actif pour ce programme. Les résultats de l'événement parallèle d'aujourd'hui alimenteront également les travaux de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023 qui se tiendra à New York en mars 2023. Je vous souhaite à tous un événement parallèle instructif, productif et je me réjouis à la perspective des apprentissages tirés des idées qui seront présentées au cours de cette prochaine session. Merci.
Merci, merci. Nous remercions sincèrement notre président pour ses propos, sources d'inspiration qui ont mis en lumière la nécessité que les États membres participent activement à la mise en œuvre opérationnelle du plan du PHI 9. Mais nous aurons plus de temps pour discuter de ces questions au cours de ces 4 prochains jours. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir parmi nous 2 scientifiques exceptionnels qui vont présenter et introduire les discussions, car comme vous l'aurez vu, nous avons 3 tables rondes, mais auparavant, nous avons 2 présentations principales de 2 scientifiques extraordinaires. Tout d'abord, M. Andras Cholosky-Nagy. Comme vous le savez, parce que je n'ai pas besoin de le présenter, Andras, vous le connaissez très bien ici à l'UNESCO, puisque cela fait plus de 20 ans qu'il participe au programme de l'eau de l'UNESCO et il est désormais professeur au département de l'eau et de la politique environnementale de la faculté des sciences de l'eau en Hongrie. Donc, ce sera notre premier intervenant clé. Nous entendrons ensuite le professeur Taika Oki du Japon. Donc, je donne tout d'abord la parole à Andras. Andras, vous avez la parole. 12-15 minutes, ce serait parfait. Merci beaucoup à vous, Mani. Donc 15 minutes, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois dire que pour moi, c'est un moment empli d'émotions. C'est tellement agréable de revenir à la maison, en quelque sorte, après tant d'années. Alors, mesdames et messieurs, au cours de ces 15 prochaines minutes, je dois réaliser une mission presque impossible, il faut le dire, pour que l'on puisse déterminer comment la science et le PHI en particulier pourront contribuer à résoudre les problèmes fondamentaux liés à l'eau. Je vais inverser quelque part l'ordre du titre et je préférerais tout d'abord évoquer les défis jusqu'en 2030. Puis, en résumé, nous ferons le point sur les sciences, les domaines prometteurs et les domaines dans lesquels nous devons avancer plus vite. Alors, je ne le souhaitais pas, mais je vais devoir vous annoncer des mauvaises nouvelles. Tout d'abord, les ODD ne vont pas être atteints d'ici à 2030 et cela comprend l'ODD 6 sur l'eau et l'assainissement. Et cette situation fera l'objet d'un nouvel examen en juin à mi-parcours de la mise en œuvre des ODD. En fait, il y aura 7 ans et demi qui se seront écoulés. Il nous restera 7 ans et demi également pour procéder aux changements nécessaires. Autre mauvaise nouvelle, c'est que si vous vous posez la question que je pose habituellement à mes étudiants, c'est-à-dire quel est l'élément spécifique parmi ces 17 objectifs, ces 17 ODD qui, s'il était supprimé, se traduirait par l'effondrement du système. Si les étudiants ne répondent pas eau et assainissement, eh bien tant pis pour eux. Ils ne réussiront pas. Alors, j'ai besoin d'un peu d'aide pour faire défiler mes diapositives sur le système parce que rien ne bouge. C'est peut-être un problème de QI, je ne sais pas. La DG est toujours là pour nous aider, c'est fantastique. Donc, ici, cela devrait peut-être être la base même de nos discussions au sein de la communauté politique, c'est que le cœur même des ODD, c'est l'eau et l'assainissement, parce que c'est l'objectif qui est lié à la plupart des autres objectifs. Donc, s'il n'y a pas de progrès sur ce plan, eh bien, il y a un vrai problème. Par ailleurs, ces 100 prochaines années, pour autant que nous sachions, au moyen de modèles de simulation, on peut dire que ces 100 prochaines années seront critiques. C'est là vraiment le moment d'agir sur le plan politique et sur le plan scientifique également. Alors, j'espère que tout va bien fonctionner. Alors, voyons quels sont les principaux facteurs à l'échelle mondiale, régionale, mais également locale. Il y a en fait 2 grands facteurs
parmi les nombreux facteurs, changement d'utilisation des sols, changement géopolitique, technologique, etc. Mais les deux grands facteurs de changement, eh bien, maintien à la croissance démographique. Ça, c'est le facteur numéro un. Il y a en fait des chiffres tout à fait frappants. La moitié des êtres humains, des Homo sapiens, la moitié des Homo sapiens qui ont existé dans l'histoire de la Terre, eh bien, ce sont contemporains. Et cela, en fait, se traduit par des changements majeurs, y compris par rapport au climat. Alors, il y a des changements naturels, oui, mais viennent s'ajouter à ces changements naturels les impacts humains depuis la révolution industrielle. Alors, quels sont les impacts de ces deux facteurs, croissance démographique et changement climatique qui s'accentuent au quotidien? Eh bien, en fait, on voit que depuis la révolution industrielle, on voit une augmentation exponentielle du CO2 libéré dans l'atmosphère et cela a occasionné un changement perceptible des températures mondiales, 1,5 degrés. Alors, s'il y a une fenêtre finie, il est difficile effectivement de tirer des projections pour les 100 prochaines années, mais c'est le risque que prennent les scientifiques. Mais on voit que la fixation d'azote anthropique augmente et on voit que ces flux sur les zones côtières sont également exponentiels. La perte de forêts humides tropicales et de zones boisées, eh bien, cette perte est exponentielle, de même que la perte des espèces. Donc, tout est exponentiel et cela depuis la révolution industrielle. Il faut savoir aussi qu'au début du XXe siècle, il y avait 2 milliards d'habitants à la fin de ce siècle. 6, nous en sommes maintenant à 7,7 et dans 100 ans, d'ici à 2120, il y aura 12 milliards d'êtres humains. Et c'est vraiment le point de rupture. En fait, si l'on va au-delà de cela, la civilisation humaine telle que nous la connaissons, eh bien cela va changer de façon spectaculaire avec un effondrement inévitable. Alors, il y a une solution. Alors, je ne vais pas vous dire que tout est perdu. Il y a une solution qui dépend de nous, en fait. Depuis cette révolution, on a modifié également l'échelle géologique, en fait. On parle de l'Anthropocène et on parle de ce qui est anthropocène parce qu'on a vraiment tout changé dans l'environnement de telle sorte que on a dépassé le point de non-retour, le point de basculement. Le point de basculement, par définition, c'est le point où si vous allez plus loin, il y aura un effondrement du système. Alors, il y a une étude très intéressante qui a été publiée dans Nature il y a un certain temps de cela. Et c'était vraiment un signal d'alarme. Et il était dit que lorsque on en arrive au climat, eh bien, on a dépassé le point de non-retour pour la perte de biodiversité également. Mais en ce qui concerne l'eau douce, eh bien, ça va. Parce qu'il y a 10 ans de cela, en fait, on a utilisé un peu plus de 3000 km3 par an et la limite à 4000 km3 de ponction d'eau par an, eh bien, ça reste acceptable. Alors, moi, je n'irai pas si loin parce que si on examine les séries chronologiques au XXe siècle de l'utilisation de l'eau, en fait, c'est ce qu'on a. Et dans 5 ans, on arriverait à ces 4000 km3 par an de ponction de l'eau. Et ça, c'est le point de non-retour. Et donc, là encore, cela met l'accent sur l'importance fondamentale de la gestion de l'eau à de nombreux égards, à moins que nous ne soyons en mesure, effectivement, de décoder le génome humain avec une faible probabilité en ce domaine. Alors, autour de nous, alors, le PHI, au cours de ces 20 dernières années,
En fait, finalement, il y a une bonne nouvelle, c'est que les gouvernements ont écouté, et ça figure dans le 6e rapport du GIEC qui a été publié récemment. Le PHI a toujours fait valoir qu'il y a des signes qui montrent que le cycle hydrologique s'accélère. S'il s'accélère, alors les probabilités de phénomènes extrêmes augmentent aux deux extrémités avec des inondations plus importantes, de plus grande ampleur. Et par ailleurs, en fait, il y a également davantage de sécheresse. Et ça, c'est ce que nous voyons il y a quelques années de cela. Il y a des régions où on n'avait pas vu effectivement de crues éclairs. Or, les précipitations équivalentes à 7 mois sont tombées en un jour. Et également, l'été dernier, ces inondations terribles en Allemagne, où en Belgique, un peu plus à l'ouest, en Catanie, avec d'énormes inondations. Ça, c'était vraiment des inondations tout à fait surprenantes. Il y a 10 ans de cela, en fait, il y a eu des inondations qui ont eu un impact terrible sur la vie économique au Pakistan et également en Indonésie. En fait, la plus grande inondation à laquelle j'ai pu assister, c'était la grande crue du Danube. En fait, le Parlement, on disait qu'effectivement, ça n'allait pas se produire, mais effectivement, alors il y a des gens qui sont sceptiques, mais là, ça, on n'en est plus. Au niveau des croyances, il s'agit de données factuelles avec ce facteur exponentiel en termes de dommages occasionnés. 80% de ces dommages sont liés à l'eau. L'eau, c'est le plus grand tueur. Les inondations sont le plus grand tueur. Et il y a par ailleurs aussi la sécheresse. Et c'est pourquoi une gestion durable des ressources en eau est si importante. Et je m'oriente effectivement vers la science. Alors, en fait, il faut bien se rendre compte que nos hypothèses, c'était le processus stationnaire qui ne changeait pas, avec des propriétés de corrélation, etc., qui ne changeaient pas dans le temps. Or, elles changent. Tout est exponentiel. Et en termes exponentiels, eh bien, il faut éliminer le caractère stationnaire. Donc, ça pose un vrai problème pour la science. Donc, nous avons de nouvelles techniques grâce à l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, les mégadonnées. Donc, tout n'est pas perdu, il y a des solutions. Tout dépend de l'humanité, de la façon dont nous utilisons nos systèmes. Alors, la réponse à cette question, c'est oui, nous devons nous préparer à faire face à ces phénomènes extrêmes, car nous devons commencer à intégrer des contre-mesures, y compris des structures, et cela porte sur des décennies. Si les températures augmentent, en fait, de 5 à 6 degrés, ça c'est un énorme volume d'énergie nécessaire. À ce moment-là, il y aura des augmentations massives du niveau de la mer dans le rapport du GIEC auquel je faisais référence. C'est là le résultat d'une analyse de simulation et c'est une très mauvaise nouvelle. À la fin de ce siècle, on pourrait avoir une augmentation de 80 cm du niveau de la mer et on n'exclut pas que, et on se trouve avec une réduction importante des zones côtières où 70% de la population humaine habite. Et les politiques se sont enfin réveillés et ils ont dit qu'il s'agit d'un problème énorme. Il n'y a guère d'espoir que les politiques s'en tiennent à l'accord de Paris, qui est la précondition essentielle. Et voici à nouveau des modèles de simulation, même en Europe. Et selon le scénario optimiste, nous aurons un réchauffement de 2 à 3 degrés. Et selon le scénario pessimiste, il s'agirait de 5 à 6 degrés de réchauffement, ce qui se traduirait par une fonte accélérée de la calotte glaciaire et
Le stade actuel est un stade de crise. Crise, dans l'étymologie, cela veut dire qu'il faut agir. L'humanité doit décider si elle continue sur la voie actuelle pour une planète chaude, c'est un très mauvais avenir, ou alors nous cherchons à mettre en œuvre l'accord signé à Paris. Alors, le changement climatique, cela concerne principalement l'eau. 80% de l'impact se manifeste par l'eau, l'incidence sur l'eau. Donc, il faut adapter la gestion de l'eau avec des calendriers différents pour augmenter la résilience de nos systèmes. Soit nous allons là où se trouve l'eau, ou nous apportons l'eau où nous nous trouvons. Ou alors nous combinons les deux. Il y a différentes possibilités d'adaptation et c'est un défi pour la communauté scientifique. Il s'agit d'évoluer de plus en plus vers des solutions naturelles. Le professeur Zelewski est ici parmi nous. Il a préconisé cela il y a 25 ans, au début du PHI, mais il y a une prise de conscience parmi les politiques que nous ne pouvons pas nous éloigner de ces structures. Il faut que nous fassions en sorte que les forces de la nature fonctionnent pour le bienfait de l'homme. Ce qui est certain, et il y a eu un changement de paradigme ces dernières années. Avant, on disait en cas d'inondation, on se débarrasse du flux excessif, mais maintenant, nous disons qu'il faut préserver l'eau pour l'utiliser en période de sécheresse. Il faut utiliser les services environnementaux. Et il s'agit donc d'établir la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique. Et pour terminer, pourquoi est-ce que nous sommes là? Et qu'est-ce que peut faire le programme intergouvernemental, le PHI? Il s'agit d'un programme qui a une mission très importante pour influencer l'approche politique en matière d'eau et d'apporter ces filets de sécurité. En quelque sorte, la technologie a grandement évolué depuis 30 ans. Nous avons à présent plus de 25 satellites qui nous fournissent énormément de données chaque jour, des données très pertinentes. Et en fait, il n'y a plus de confidentialité. Avant, les pays pouvaient faire un chantage en matière d'eau, et notamment les données concernant les inondations. Mais maintenant, cela n'existe plus à cause des satellites. Nous avons des systèmes intégrés qui fonctionnent en temps réel. Ils sont d'une grande précision. Il y a beaucoup de connaissances scientifiques à l'appui, car l'obstacle en termes de calcul a disparu. Je ne parle pas, et nous pouvons même mesurer les volumes d'eau souterraine en observant les changements dans le champ de gravité. Et ces observations deviennent de plus en plus précises. Les systèmes intégrés de données permettent de faire des prévisions, et chaque jour, nous avons un exabit, cela fait 1 milliard de gigabits. Alors la question est de savoir comment on l'utilise. Quel type de technologie faut-il utiliser? Lorsque j'étais doctorant, notre prière était que le monde reste linéaire et distribué de manière normale, ce qui nous permettait de travailler. À présent, cette hypothèse, cette prière a disparu. On peut faire tout ce qu'on veut avec les puissances de calcul dont dispose l'humanité. Lorsque nous étions étudiants, pour certains parmi nous, nous avons ces maquettes à petite échelle. Lorsque j'étais doctorant, tout le monde sait résoudre cette équation, et nos étudiants font des simulations de champs de vélocité à 3 dimensions, ou l'évolution des particules et des sédiments. Il s'agit, en résumé, nous devons redéfinir nos approches à l'eau
Bien entendu, nous devons être pertinents en termes de politique. Cela a été l'une des erreurs. Nous n'avons pas tenu compte des besoins de communication des décideurs. Et je voudrais insister sur le fait qu'il faut privilégier les solutions naturelles, reposant sur la nature. Et cela est très important. Et il faut exploiter pleinement le numérique. Il faut établir une gestion de l'eau numérique. Et pour conclure, Madame la DG, ce sont mes conclusions et le défi pour nous tous. Nous sommes confrontés à une crise de l'eau et la période de l'accès facile à l'eau est derrière nous. Et le défi est que la science est plus nécessaire que jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, András, pour cette présentation tout à fait exceptionnelle qui illustre la situation critique à laquelle nous sommes confrontés et qui qui propose des solutions pour nous permettre d'avancer. Le temps de l'eau facile est terminé. Il faut privilégier les solutions naturelles et les solutions numériques. Il s'agit de messages très importants. Et je pense que nous aurons la possibilité de méditer cela pendant les panels. Nous n'avons pas le temps de prendre des questions pour l'instant, donc je passe directement au présentateur suivant. Il s'agit de M. Takanoki, conseiller au président de l'Université de Tokyo et directeur de l'université et lauréat du prix 2021. Vous avez la parole. Merci beaucoup à vous. Bonjour et ou bonne soirée où que vous vous trouviez. Et je suis très honoré de faire une présentation ce matin. Je vais parler des barrières, frontières scientifiques, des ODD et des liens avec la phase 9 du PHI. Slide suivant. Je vous rappelle que nous parlons de réchauffement climatique et voici les chiffres que j'ai pris lors du premier rapport d'évaluation en 1990. Il s'agit de chiffres extraits du rapport 1984. Et voilà, il n'y a pas de cycle de l'eau dans ce diagramme, juste l'interaction entre l'énergie dans l'atmosphère et l'eau dans les océans. Et il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'eau souterraine sur ce diagramme. En fait, il y avait un système climatique aux années 80 et dans les années 90. Et Raphaël Brass et Peter Eagleson, qui sont les principaux, les éminents hydrologistes des années 80, ont publié un essai, un article intitulé « Hydrologie, la science de la Terre oubliée ». Et ils ont fait valoir que l'hydrologie a une place naturelle parmi les géosciences. Mais dans la science moderne, cette niche reste vide. Pourquoi? Alors, je ne vais pas tout vous lire. Il n'y a pas eu de plateforme dans la hiérarchie scientifique permettant de construire une analyse cohérente du cycle hydrique, du cycle hydrologique. Donc, nos capacités à aborder les problèmes de l'environnement sont limitées par des limites justement dans la science hydrologique. Donc le GIEC a été créé en 1988 et ils ont dressé la liste en matière de stabilité, d'échelle, d'équilibre, de téléconnexion et les variables espace-temps. Slide suivant.
Voilà. Et donc, vous voyez András, il y a 20 ans, et je suis aussi quelque part sur la photo, derrière András, et nous avons créé un groupe de travail Hydrologie 2020, et nous avons évoqué avec ces jeunes scientifiques, nous avons évoqué ce qui pourrait être les jalons scientifiques pour bien comprendre les processus hydrologiques et les liens avec la biosphère, la société humaine, avec des mises à échelle, des questions d'hétérogénéité, les facteurs de prévisibilité, les interactions, la calibration et la quantification des erreurs. Donc, tout cela a été... une liste a été faite de tous ces éléments. Alors, voici des exemples de questions clés. Comment pouvons-nous prévoir les équilibres et les variations hydrologiques en termes de quantité et de qualité dans des bassins non mesurés? Et quel type de changement se produira dans les cycles hydrologiques sur la Terre dans des conditions de réchauffement climatique? C'était la question qui se posait il y a 20 ans. Et quel type de mesures pouvons-nous commencer à mettre en œuvre afin de mitiger la crise hydrologique que nous attendons pendant le XXe siècle? Et les remarques pour l'hydrologie future, les problèmes liés à l'eau ne peuvent pas être réglés uniquement par des hydrologistes. Des études interdisciplinaires et le partage des connaissances sont essentiels. Il s'agit aussi d'apprécier les caractéristiques régionales. Nous n'avons pas forcément de système. Le cycle hydrologique naturel n'est plus applicable, même à l'échelle globale. Il faut prévoir sur la base des cycles hydrologiques, des cycles hydriques naturels et anthropogéniques, et les hydrologistes ne peuvent pas et ne doivent pas travailler de manière isolée de la société et des autres sciences. Et Madame la DG nous a dit que l'eau crée un lien de tout, et l'hydrologie doit tout regrouper et être intégrée dans les autres sciences. Et la même année, nous publions un cycle hydrologique global. Appuyez 4 fois, s'il vous plaît. Et ici, voilà, très bien. Il s'agit d'identifier la part des précipitations et de l'enneigement, ou la part du cycle hydrique de surface prend en considération les retraits humains dans les cycles hydriques. Donc, à présent, nous avons peu de connaissances sur les eaux souterraines. Ensuite, mais même dans le contexte du GIEC, qui a publié en 2010 un système intégré pour ces modèles. Et le GIEC possède 3 groupes de travail. Premièrement, les géophysiques et quels seront les changements futurs. Et 2, il s'agit d'adaptation et des impacts de l'adaptation au changement climatique. Et troisièmement, comment réduire l'impact des gaz à effet de serre. Et on voit que l'eau est au cœur de ces 3 éléments de modèles d'intégration, d'évolution intégrée, et les impacts, les adaptations, les modèles de vulnérabilité. Et j'ai été très impressionné par le diagramme que nous a projeté András. Et pour moi, l'eau est au cœur, c'est la principale cible parmi les SDG. Et je pense que l'eau se trouve au cœur de l'agenda 2030.
Et l'eau est la principale question. Et notre monde, je voudrais partager ce qui a été écrit dans cet agenda 2030 et où il est écrit que notre monde sera transformé pour le meilleur, la paix universelle, plus de liberté. La vie de chacun et chacune sera transformée, améliorée. Et je crois que le concept déterminant de cet agenda 2030 est le suivant: le développement durable se traduit sous 3 dimensions. Premièrement, droits de l'homme, dignité, justice, société inclusive, donc les droits de l'homme et la société. Deuxièmement, assurer la protection durable de la planète et de ses ressources. L'eau fait partie des ressources naturelles et la croissance économique durable est prolongée. Et il y a donc l'économie, la protection des droits de l'homme, tous ces éléments, nous ne devons pas les oublier. Et ensuite, et voici donc l'un des 6 rapports au chapitre 8, évolution du cycle de l'eau. Nous avons un chapitre dans le rapport du groupe 1 du GIEC avec le diagramme que vous voyez. Donc, non seulement les systèmes naturels, mais cela intègre l'incidence de l'activité humaine sur le cycle mondial hydrique. C'est la vision que nous avons à présent. Et ensuite, le groupe 2 du GIEC a publié un rapport d'évaluation et au chapitre 4, les ressources en eau potable se présentent sous forme de ce diagramme avec le retrait de l'eau et des eaux souterraines. Et par exemple, les bienfaits pour la société humaine. Donc, voici donc le traitement le plus récent du système de l'eau. Slide suivant. La socio-hydrologie se traduit sous forme de différentes études et par le passé, nous avons travaillé uniquement avec le cycle de l'eau pour ce qui concerne la conception, l'ingénierie. Il a fallu que nous comprenions comment le cycle hydrique impacte la société de l'homme. Et à présent, nous voyons que l'activité humaine dans le cycle mondial du rapport GIEC, et nous savons comment les activités humaines transforment le cycle hydrique même au niveau global. Et il y a l'interaction et il s'agit, la socio-hydrologie doit tenir compte de ces différentes interactions. Slide suivante. Quelques remarques pour PHI 9. Donc, il faut donc réaliser les objectifs de développement durable et d'autres programmes internationaux liés à l'eau. Et ici, l'eau est vraiment le point le plus essentiel du développement durable. Il faut aussi faire progresser la science relative à l'eau et de manière aussi transdisciplinaire. Tout ce qui est inter- ou transdisciplinaire, toute collaboration et partage de connaissances entre disciplines est essentiel pour vraiment promouvoir la science et contribuer à la société. Il faut aussi renforcer l'éducation à l'eau pour un présent et un avenir durable. Et ici, l'hydrologie a besoin de systèmes, d'écosystèmes sains au sein de la communauté des chercheurs. Personne ne peut travailler sur l'hydrologie seul, il faut travailler en commun. Donc nous avons besoin d'ingénieurs, d'informaticiens, etc. Tout cet écosystème qui permettra aux hydrologues
de suivre, de prévoir les phénomènes et de contribuer aussi à l'élaboration des politiques. Et puis, il faut bien sûr combler les carences de connaissances par de meilleures données. Car on ne peut pas résoudre le problème sans vraiment l'identifier correctement. Il faut aussi travailler vers une gestion des ressources en eau intégrée, inclusive et durable. L'eau est comme un pilote et elle intègre et mène notre monde vers un meilleur avenir. Il faut aussi un soutien scientifique à la gouvernance de l'eau. Et ici, l'établissement d'une interface entre politique et science sera essentiel. Il faut aussi parvenir à la sécurité hydrique dans le monde. Et l'eau, le mécanisme qui montre les impacts du changement climatique sur la société. Vous voyez ici cette photo qui a été prise lors du symposium international sur les cycles hydrologiques et leurs changements lors du plan PHI de décembre 1975 à Tokyo. Donc près de 50 ans déjà. Et donc si l'on prend cette photo et l'on fait un rapport un peu sur cette période, eh bien je peux dire que c'est vraiment un événement important car c'était les premiers pas de nos efforts. Et donc j'espère que pendant la pause café, nous prendrons aussi des photos pour voir les progrès que nous avons réalisés. Merci. Merci beaucoup, Taikan, pour cette présentation complète de l'importance cruciale de l'aspect interdisciplinaire et aussi de l'évolution au fil du temps, de l'intégration du cycle hydrologique aux différents rapports du GIEC. Il est vraiment très important que nous relevions le profil de l'eau au sein de nos communautés, surtout la communauté du changement climatique. C'est vraiment ici notre rôle de répondre aux défis complexes et interconnectés. Alors nous sommes, bien sûr, il y a des contraintes de temps, donc nous devons avancer. Mais je ne sais pas s'il y a des questions, sinon nous pouvons avancer directement aux discussions en panel. Ah, peut-être que nous pourrions d'abord organiser rapidement une photo en groupe, parce que nous allons en fait faire une pause de toute façon pour organiser les séances en panel, et cela sera donc l'occasion de prendre une photo de groupe. Je ne sais pas où, mais prenons une pause de 5 minutes et nous reviendrons ensuite pour le premier panel. Merci beaucoup, Abou. Excellences, chers participants, chers experts, et chers membres du Conseil du PHI, j'aimerais vraiment vous remercier humblement et sincèrement pour partager avec nous aujourd'hui votre expertise. Je remercie le président, le professeur Zambou, qui n'a pas été capable de venir aujourd'hui, mais qui est présent en ligne tout au long des journées à venir et qui nous rejoindra aussi peut-être ce soir. Je veux aussi remercier en particulier nos deux intervenants. D'abord, le professeur Takanoki, merci beaucoup, qui est conseiller spécial auprès du président et à l'Université de Tokyo. Je suis d'accord avec vous, nous devons prendre des photos, mais nous devons aussi prendre des photos des ressources en eau du monde entier pour leur donner plus de visibilité et voir comment elles vont évoluer. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour votre expertise et pour votre présentation excellente. Je remercie également notre ancien membre du personnel de l'UNESCO qui est expert dans son domaine, le professeur Andras Zolozinagi du département de l'eau, professeur de l'eau et de la politique environnementale à la faculté des sciences et de l'eau en Hongrie. Andras a conduit le programme de l'eau pendant de nombreuses années à l'UNESCO et de nombreuses initiatives que nous menons aujourd'hui ont été introduites par lui-même. Merci en tout cas d'avoir partagé ces nouvelles manières de regarder à la gestion de l'eau et aussi de jeter les bases de nombreuses questions auxquelles nous pouvons réfléchir, aussi quels sont les nouveaux regards que nous pouvons jeter sur la gestion de l'eau à l'avenir. Avec cette approche bien sûr interdisciplinaire de la gestion de l'eau. Merci aussi de nous avoir partagé des idées très intéressantes pour l'avenir. Je crois que les êtres humains
ont des solutions. Donc, je crois vraiment en le pouvoir des êtres humains à répondre et à faire en sorte que l'eau sera au centre des ODD. Merci beaucoup et j'ai vraiment hâte de travailler avec vous tous. J'aimerais aussi demander que d'ici la fin de la journée, nous ayons déjà quelques idées, quelques projets concrets pour certaines régions du monde basés sur leurs besoins. Et ainsi, nous n'aurons pas seulement pris une photo, nous pourrions ensuite prendre des photos dans le monde entier et voir quel est cet instantané aujourd'hui et voir comment les discussions aujourd'hui ont un impact sur les conditions sur le terrain, sur les besoins. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci Madame Nair-Bedwell pour tout votre soutien au programme de l'eau de l'UNESCO, d'avoir travaillé aussi avec tous les collègues. Merci beaucoup. Prenons maintenant une pause de 5 minutes pour faire cette photo en groupe. Merci.